Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'avoir rejoint ce webinaire qui a pour thème le design thinking pour manager les risques de demain. Ce webinaire est animé par Cathy Barré-Beaumard, fondatrice d'Action Atout Formation et experte en qualité management dans le secteur sanitaire et médico-social. La présentation durera une vingtaine de minutes et sera suivie d'une dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Alors, durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat Converser qui se trouve en bas de votre écran et je les formulerai à Cathy Barré-Beaumard à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement à l'écran les slides projetés, vous pouvez également utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse donc la parole à Cathy Barré-Beaumard. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Est-ce que vous voyez bien ma présentation déjà? Tout est parfait, Cathy. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce que le design thinking pour manager les risques de demain peut apporter. En effet, cette nouvelle méthode de management peut être intéressante étant donné la période que nous vivons actuellement. Donc, nous allons aborder la notion d'innovation, le processus de design thinking et bien sûr la gestion des risques et le design thinking. La notion d'innovation, la définition la plus fréquente du risque est la possibilité d'un événement redouté. Et la définition issue de traditionnelle serait davantage la possibilité d'un événement inconnu. Innover, c'est donc tout simplement vouloir volontairement sortir du cadre du connu dans l'espoir de trouver des solutions plus performantes à des problèmes existants, avérés ou implicites. Donc, l'innovation, c'est un concept qui est réellement en relation avec la notion de risque. Aujourd'hui, peut-être encore plus que jamais. Le processus de design thinking va donc se composer de trois parties qui sont absolument essentielles: l'inspiration, puis l'idéation et enfin l'implémentation que nous allons détailler davantage. L'inspiration. L'inspiration, elle est très importante, cette phase, puisqu'elle va se baser sur la compréhension fine des utilisateurs. On s'interroge sur l'enjeu, les tendances, on regarde le potentiel de tout l'existant du sujet que l'on veut traiter. Donc, ça passe par des phases d'observation réelle, ça passe par des phases d'interrogation, bien entendu, et on va arriver vraiment à une définition fine, détaillée de la problématique. L'idéation, cette phase, elle va plus loin, elle est vraiment une phase, je dirais, de génération d'idées, de succession d'idées. Toutes les idées sont bonnes parce qu'il faut absolument sortir avec quelque chose d'innovant, sortir des sentiers battus par la réalisation d'un prototype, de quelque chose qui va être vraiment essentiel dans la réussite de cette méthode de design thinking pour ensuite arriver vers un test de ce prototype vers les utilisateurs. L'implémentation, là, c'est le storytelling, c'est-à-dire qu'on va avoir notre process, notre produit qui va être, je dirais, prêt à être utilisé. Donc, on va l'implémenter avec un pilote pour voir si tout va bien et une organisation qui va permettre de valider ou d'invalider notre produit ou service. La phase de créativité,
ou d'invention réussie permet d'enchaîner les 3 phases que nous avons préalablement citées. L'implémentation, sans revenir aux phases de créativité, mais en s'appuyant sur l'ensemble des résultats issus de l'inspiration et de l'idéation pour nourrir cette phase. C'est très important qu'il y ait des allers-retours entre l'implémentation, l'inspiration et l'idéation. L'événement redouté, bien entendu, c'est l'inadéquation de la solution et le problème que l'on cherche à résoudre. Et l'arbitre de cette inadéquation est l'usager pour qui on innove. Il ne faut jamais perdre cette notion de vue. Alors, quel dispositif de prévention? Tout d'abord, ce qu'on appelle la proof of value, ou l'expression claire et réfutable du besoin auquel on va répondre en précisant la cible et le scénario d'usage. Elle passe bien sûr par des phases itératives de prototypage rapide et de test avec le bénéficiaire ou usager. C'est la participation du bénéficiaire à ces différentes étapes qui garantit la validation du concept ou de la solution développée dans sa réponse au problème identifié. Et quel dispositif de prévention? L'innovation doit être vue dans sa dimension stratégique, surtout pas uniquement comme une réponse à un problème du quotidien. Là est bien la différence entre le design thinking et d'autres formes de management. Parlons maintenant de la design attitude. La phase d'empathie est essentielle. Il faut être impartial, mettre ses propres croyances et préjugés de côté, oublier son propre cadre de référence pour observer et décrire objectivement la perspective des gens sur le monde. En fait, le design thinking est un management d'ouverture. Le designer doit découvrir et formuler des besoins dont les utilisateurs n'ont même pas conscience, ces besoins non exprimés. La phase de définition du problème, le designer est tout simplement un élagueur. Il faut aboutir à un problème réel et concret, donc reformuler sans cesse jusqu'à construire une histoire simple, facile à comprendre et à partager. La génération d'idées, résolument optimiste. En cette période, vous vous dites que faire? Mais oui, restez résolument optimiste. Les véritables innovations proviennent souvent des idées les plus folles, même en période très difficile. Tout est possible. Il faut embrasser toutes les éventualités et ne pas freiner sur les obstacles. Pensez bien à cette résolument optimiste qui est très important pour la suite. Le prototypage, être confiant et s'amuser. Eh bien oui, l'échec et la prise de risque font partie intégrante du processus de design thinking. L'échec, en fait, va être quelque chose qui va être profitable. Cette étape du design thinking peut être très ludique. Il s'agit simplement de rendre plus tangible l'idée pour le public visé. Partager ses essais, les montrer avec fierté, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est important. Les tests, vous vous êtes amusé? Eh bien maintenant, soyez aventureux. Recherchez de nouvelles opportunités, découvrir ce qui marche ou pas en situation réelle. Adoptez l'attitude d'un aventurier lors du test de votre design avec les vrais gens. Et oui, ce sont eux qui fourmillent de nouvelles idées. C'est votre mine d'or en cette période, vos clients, vos usagers, vos bénéficiaires. C'est résolument vers eux que vous devez vous tourner. Designer ou designer, c'est être résilient, toujours se remettre en question, ne jamais se satisfaire d'un résultat et rebondir facilement face à un échec. Travailler immédiatement à l'amélioration de son design, c'est en persistant face à l'adversité, aux problèmes,
que le succès arrive. En conclusion, le design thinking, dans son sens le plus large, est la façon dont vous abordez votre environnement et ses challenges, vos relations et ses joies et problèmes. Vous pouvez donc adopter les bonnes attitudes et en faire un art de vivre mieux, en harmonie avec les autres et plus largement le monde. Merci beaucoup de votre attention. Alors, merci Cathy pour cette présentation. Riche en enseignements. Alors, nous avons posé les bases du design thinking et vous pouvez continuer à poser vos questions, à réagir via le chat et Cathy y répondra avec grand plaisir. Nous avons une plage consacrée à ces échanges. Alors, nous avons déjà une première question, c'est quel est le lien entre le design thinking et le SMQ dans une entreprise, par exemple? Le design thinking va être une méthode de management, donc ça veut dire qu'on va construire un réel projet. Donc, avec le système de management de la qualité, on va le rejoindre à la gestion des risques du projet. Donc, ça va être surtout une méthode de projet et de gestion de risque du projet. Alors, nous avons effectivement donc Sabrina qui demande est-ce qu'on peut étoffer la présentation par exemple des exemples? Oui, bien sûr. On peut étoffer la présentation par des exemples. Alors moi, je suis spécialiste du secteur sanitaire et médico-social, par exemple. Donc, le design thinking dans ce secteur, eh bien, il va être tout simplement qu'on a en fait essayé dans un service de mettre en place cette méthode plutôt, je dirais, en termes d'attente des patients. Donc, la démarche thinking est vraiment centrée sur l'empathie, l'écoute, et donc, du coup, les comportements et l'observation nous ont permis d'avoir une approche plus aboutie et plus innovante de la prise en soin, par exemple. On va avoir aussi, pourquoi pas, des ateliers qui vont permettre aussi à des services de se réorganiser intégralement et d'être plus fonctionnels malgré aujourd'hui, par exemple, le manque de moyens que l'on a. D'accord. Alors, une autre question, existe-t-il une méthode ou une philosophie permettant de prototyper et tester rapidement en vue de tirer les leçons des erreurs, d'écarter les fausses pistes en quelque sorte? Est-ce qu'il y a une méthode ou une philosophie qui permet rapidement d'écarter les fausses pistes et tirer les leçons des erreurs? Alors, je dirais que la méthode, on va être surtout dans ce fameux aller-retour, ce que j'exprimais tout à l'heure, entre les phases, c'est-à-dire que vous allez organiser des réunions, des brainstorming pour refaire le point sur le projet très rapidement. On peut tout à fait allier au design thinking, par exemple, de l'agilité et donc très vite essayer de faire des réunions courte, mais ciblée pour tout de suite envisager le problème et essayer de lui trouver une issue favorable. C'est vraiment l'aller-retour, c'est vraiment, je dirais, cette dynamique dans l'équipe qui va permettre de faire cette gestion de risque. En fait, contrairement à un projet où on va avoir peut-être des phases plus longues et cet effet tunnel que l'on voit de temps en temps, là, du coup, on va essayer de se rencontrer beaucoup plus souvent ou d'avoir des outils de communication interne par le biais des nouvelles technologies plus fréquents pour pouvoir tout de suite réagir et trouver des solutions à la problématique que l'on rencontre. Alors, on avait reçu aussi quelques questions au préalable à la diffusion à l'enregistrement de ce webinaire. Et parmi les questions, quel est le risque le plus redouté pour le design thinker? C'est en fait que tout simplement son produit ou son service
fasse un véritable flop parce que tout simplement, il n'a pas été une solution innovante. Et une autre question. Alors, on revient sur le SMQ et est-ce que, Cathy, tu peux nous citer un exemple dans une entreprise qui implante le SMQ? Alors, peut-être qu'on Quelle est peut… la… Oui, je veux bien préciser la question parce que… Oui, alors on va demander à la personne qui a posé cette question de préciser un peu et on reviendra plus tard sur la question. Oui. Une autre question qu'on avait reçue, effectivement, le design thinking est-il plus adapté à la gestion agile de projet? Il est adapté à une gestion agile de projet et à une gestion classique de projet. Les deux, parce que vraiment, on va surtout essayer de trouver l'innovation. Donc, l'innovation, elle peut être une phase d'un projet classique ou elle peut être un projet agile. C'est vrai que l'agilité, on a vraiment des phases qui sont simplifiées et qui sont courtes. Mais le design thinking n'est pas forcément quelque chose qui est rapide et court. On peut l'avoir sur les deux types de projets. C'est vraiment une méthodologie de travail. Alors, j'ai une précision justement sur l'exemple, s'il vous plaît, dans une entreprise qui implante le SMQ sur la démarche d'analyse des risques stratégiques et opérationnels dans une entreprise. Oui. Donc, alors, comment peut… Alors, c'était en fait, je relis la question, hein. Un exemple dans une entreprise qui implante le SMQ sur la démarche d'analyse des risques stratégiques et opérationnels, ceci dans une entreprise. Voilà. ouais. Donc, du coup, j'arrive toujours pas à comprendre bien la question, ce que la personne veut exactement. Est-ce qu'elle veut C'est mettre dans un son exemple concret, en fait, j'imagine, d'une entreprise qui implante le SMQ sur sa démarche d'analyse des risques stratégiques et opérationnels. Je pense Oui, que c'est un alors, exemple concret. en fait, ça peut être, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans sa démarche d'analyse des risques, elle peut mettre comme méthodologie le design thinking pour peut-être un des thèmes qui va être lié à l'innovation. Si on prend par exemple aujourd'hui ce que l'on vit, la crise que l'on vit, on va peut-être essayer d'utiliser le design thinking pour trouver des solutions innovantes de mise en place du travail à temps partiel ou du travail à distance, par exemple. D'accord. Alors, Auquel cas, on va procéder à une analyse de risque identique à celle que l'on fait. Par contre, on va essayer surtout de poser un prototype innovant de fonctionnement dans l'entreprise. très bien. Alors, une autre question. Alors, comment peut-on profiter concrètement du design thinking dans une démarche de gestion des risques de l'entreprise qui nécessite un cadre et qui est à l'inverse, qui va à l'inverse même de l'idée d'innovation? En Alors fait, là, ouais, ouais, là, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'on va, si on n'est pas dans l'innovation, dans ces cas-là, le design thinking ne va pas être adapté. C'est oui, vrai que pour utiliser le design thinking, il faut pouvoir sortir du cadre. Donc peut-être qu'une partie des activités ou de la relation interpersonnelle va entrer dans cette méthodologie de design thinking. Mais sinon, si effectivement on est vraiment dans un cadre préétabli, très normé, ce sera plus compliqué. alors oui, effectivement, ça rejoint une autre intervention où est-ce qu'il y a des outils ou des méthodes d'animation qui aident les participants à sortir du cadre, en fait. Voilà. Pour Oui, aider, favoriser le design thinking, en fait. oui, tout à fait. Il y a des outils donc, comme le brainstorming. Après, on peut avoir aussi des mises en place de réunions avec
un animateur qui va, enfin, c'est surtout en fait l'animateur qui va être très important et qui va nous permettre de sortir les idées. Donc, on fait un atelier, l'animateur est garant du temps imparti, on peut mettre en place des exercices qui vont nous permettre de tout simplement ressortir l'innovation du sujet que l'on veut traiter. On peut utiliser un tableau blanc et des post-it pour pouvoir travailler sur les idées novatrices qui vont sortir du groupe de travail, par exemple. Alors, j'ai maintenant un témoignage, mais qui pose une question à la fin sur le design thinking. Alors, bonjour, j'ai un autre exemple de secteur de la santé aussi. Il s'agit d'une gestion de risque que j'ai dû réaliser dans le cadre d'un projet de construction d'un bloc opératoire. Non seulement il y avait des risques liés aux patients, mais aussi à la construction, respect des normes très exigeantes de ce secteur. Grâce à cette analyse de risque, le projet a été très bien géré, le temps respecté et il a été sécuritaire pour les patients. Est-ce bien cela le design thinking? Oui, ça en fait partie puisque du coup, il y a une partie en fait innovante de la gestion de risque qui a été menée. Mais c'est vrai quand même qu'il faut peut-être aller un petit peu plus loin. Je dirais que si on veut faire une différence entre la gestion des risques classiques et la gestion des risques design thinker, on dirait la chose suivante. Le tradi thinker, il va absolument éviter les erreurs. Alors que le design thinker va dire, je vais échouer rapidement pour mieux rebondir et me poser les bonnes questions. Le tradi risqueur va dire, je vais peut-être un peu plus donner les bonnes réponses et dire, alors que le design thinker va davantage être dans montrer et prendre justement les risques pour que ça fonctionne bien. On va être sur une méthode plus traditionnelle dans la pensée, la planification. On va être dans une méthode design thinking, dans le faire avec l'humanisation de la méthode employée, qui est très importante par l'empathie, et l'expérience active. Très bien. Alors, il y a alors, ok, je vois, merci. J'ai bien compris que le design thinking est lié dans l'analyse des risques au projet innovation. Ça, oui, euh, résolument. Alors, je lis une autre question avant de la formuler. Alors, Thibaut nous dit effectivement, c'est ça qui me semble intéressant, être prêt à échouer rapidement en engageant des moyens limités. C'est ça. Tout à fait. C'est-à-dire, vraiment, on est dans une démarche d'ouverture. Ça veut dire qu'on va intéresser, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de cet exemple hospitalier. Dans cet exemple hospitalier, pour pouvoir avoir le retour des patients et innover, nous avons fait des groupes de travail qui étaient depuis l'agent de service jusqu'au professeur qui gérait ce service. Et nous avons mis ces personnes ensemble pour pouvoir trouver les idées, parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde en avait. Et c'est vrai qu'à la période où on est, l'agent de service, par exemple, il est tellement important dans le maintien et la mise en œuvre des techniques d'hygiène. Donc, du coup, c'est vrai qu'on bouleverse un peu toute cette hiérarchie, je dirais, que l'on trouve dans une gestion des risques classiques pour impliquer tout le monde et sortir de nouvelles idées. Alors, une autre intervention. Alors, le brainstorm. Alors, je lis, je découvre en même temps. Le brainstorming est un outil classique de l'animation des ateliers, notamment en qualité. Le souci est que l'on reproche justement aux qualiticiens de trop réfléchir. Faut-il brainstormer, mais surtout aboutir à du concret? Dans notre culture française, on veut faire bien du premier coup et cela laisse très peu de place à l'échec. Comment acculturer pour amener les collaborateurs dans le sens du design thinking? Ouais.
Alors, en fait, il faut vraiment effectivement dire aux personnes que le brainstorming, les premiers brainstorming ne vont pas aboutir à une solution. Le brainstorming va aboutir à un outil ou un service ou toute autre chose, un produit à tester. Mais il va falloir plusieurs brainstorming pour arriver, ou plusieurs réunions, plusieurs exercices pour arriver au prototype. Et il faut bien préciser, donc en fait, si vous voulez, qu'on est dans une démarche de prospective et non pas dans une démarche de solution hâtive. Alors peut-être que justement Stéphanie a le mot de la fin et si je résume, le design thinking peut être une méthode pour répondre à une problématique. Oui, c'est une méthode pour répondre à une problématique, elle a tout à fait raison, seulement c'est une méthode ouverte et qui va effectivement demander la participation de toutes les personnes aux ateliers et un animateur formé pour pouvoir ensuite animer, dynamiser le projet. Et je dirais, pour compléter son propos, qu'il faut que chacun ait en tête de ne pas avoir peur de l'erreur. Il faut que cette démarche soit sans jugement de valeur. Et effectivement, c'est très très important ce que tu viens d'ajouter, Cathy. Ouais. Alors, nous n'avons plus de questions pour le moment. Alors, sachez que ce webinaire est enregistré, il sera diffusé sur Parcours Croisé dès le début d'après-midi. Vous pouvez bien évidemment continuer, poursuivre les échanges sur Parcours Croisé, poser vos questions, interpeller, débattre, réfléchir ensemble à la suite de cette publication. Et Cathy Barré-Beaumard se fera un plaisir de préciser sa pensée et de répondre à vos questions. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette présentation. Je remercie encore Cathy Barré-Beaumard pour ses précieux conseils. Et effectivement, n'oubliez pas, les échanges se poursuivent sur parcourscroisé.com. Tout à fait, et notamment sur les outils et la préparation des étapes des outils, parce que 30 minutes, c'est trop court. Tout Donc, à fait, tout à fait. s'il y a un besoin sur les outils, organiser les ateliers, se préparer à être animateur. Merci à vous tous pour ces intéressants échanges. Merci Cathy, au revoir et merci Au à revoir, tous. à bientôt.